Et nous sommes très heureux d'être avec vous tous les soirs, Drive Back, lundi, jeudi, 20h, 22h. Et nous allons recevoir tout de suite notre invité. Donc c'est Steve Taillamé qui est thérapeute holistique. Bonsoir Steve. Ce soir, on vous reçoit en ligne. Donc vous êtes au téléphone de La Première, puisqu'il y a un certain nombre de restrictions qui ont été prises à cause de la recrudescence des cas que vous connaissez par rapport à l'épidémie. Donc nos invités sont par téléphone. Donc ça va. Bonsoir. Voilà, j'avais l'impression que vous n'étiez pas présent. Bonsoir Steve, merci. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous allons aborder un thème qui est très passionnant, qui, celui-ci encore, provient de sagesse de civilisations civilisations ancestrales qui ont complètement disparu. Nous avons parlé la dernière fois de Ho'oponopono, qui est une sagesse philosophique qui vient de la civilisation hawaïenne. Et là, on s'intéressera aux Toltecs, qui ont existé entre 1000 et 1300. Et nous voilà aujourd'hui partis dans cette aventure pour comprendre quels étaient ces accords, ce peuple qui a développé un certain raffinement au niveau de l'art, au niveau de l'architecture aussi, et qui a été repris par les Aztèques par la suite, ont livré 4 accords Toltecs. C'était les tout premiers dont on parlait, Don Miguel Ruiz qui en est l'auteur. Et puis il y a eu un 5e, d'où le titre de cette émission ce soir, les 5 accords Toltecs. Et nous verrons tout au long de la soirée que revêt ces 5 accords Toltecs, qui font du bien à l'âme, qui font du bien aussi à l'esprit, qui font du bien aussi au corps. J'ai parlé de bonheur et de joie. C'est sûrement ça qui nous amène vers un chemin guidé vers le bonheur, vers l'exaltation et vers la joie, Steve. Et vers la liberté personnelle aussi, et la maîtrise. Ce sont les 2 sous-titres. Le premier livre, les 4 accords Toltec, dans le sous-titre, c'est la clé vers la liberté personnelle, pour la liberté personnelle. Et pour le 5e accord, c'est le chemin vers la maîtrise personnelle, la maîtrise de soi. La maîtrise. Et c'est vrai que. Oui, allez-y. Oui, donc ces accords permettent de se libérer de choses dont nous allons parler, et puis ça va de pair avec l'idée de retrouver cette maîtrise intérieure qui permet de ne plus être influencé par ce brouillard, ce qu'il appelle le mitoté, c'est-à-dire tout ce chaos de pensée, de représentation, d'imagination qui fait ce chaos qu'on est pas libre d'être nous-mêmes et d'agir comme de façon exacte, avec exactitude. On ira un peu en profondeur ce soir et toutes les questions sont les bienvenues à nos différents numéros 63 23 23 et 17 88 60. Nous parlons des 5 accords Toltec. Selon vous, pourquoi ils sont si populaires ces accords? Je pense que c'est un livre qui est connu dans le monde entier. Quand Don Miguel Ruiz l'a fait sortir, il a été traduit en plusieurs langues et il revient très souvent dès qu'on parle de développement personnel. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette popularité selon vous? C'est vrai que c'est l'un des livres références dans le développement personnel. Parce que je pense, en fait, Don Miguel Ruiz, c'est un descendant, donc il est d'origine mexicaine, c'est un descendant de la tradition chamanique, sa mère était guérisseuse, son père était chaman. Lui, il a eu tout un parcours dans la médecine, il est devenu neurochirurgien. Et puis à la suite d'une expérience de mort imminente, il s'est à nouveau intéressé, il s'est replongé dans sa tradition, et il a donc pu, au terme de ce parcours qui l'a conduit à la science, et puis en retour à ses origines, je dirais spirituelles, chamaniques, il a pu traduire en termes entendables pour les occidentaux, pour le monde moderne, cette sagesse ancestrale. Alors, il y a des gens qui disent que ces accords ne viennent pas des Toltecs, puisque en réalité, ce dont il parle, c'est une sagesse on n'a pas retrouvé de livre directement des Toltecs stipulant ça.
c'est une tradition qui est passée par, on appelle ça quelque chose d'ésotérique, quelque chose qui n'est pas dévoilé à tout le monde, et par la tradition orale. Et il a réussi à transmettre un petit peu comme Morna avec la culture Ho'oponopono, au monde actuel, en adaptant certains concepts. Cette tradition-là à la réalité, enfin à ce que nous vivons, en employant des images, en prenant des exemples, et puis en faisant aussi des liens avec d'autres traditions qui rendent justement ces accords toltèques universels. Mais ça a quand même changé, je ne dirais pas la face du monde, mais je pense toutes les croyances qui existaient déjà. Ça a changé aussi le regard que certaines personnes pouvaient avoir sur elles-mêmes en lisant notamment le livre qui existe. On peut le retrouver en audio, etc. Tout ce qu'il a pu expliquer à travers ces 4 accords ont vraiment permis d'avoir une autre dimension vraiment très spirituelle pour le coup. Par rapport à ces 5 accords toltèques. Oui, et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que ces accords toltèques, on retrouve même des formations dans le monde du travail, dans le management par exemple, pour intégrer une certaine, une nouvelle forme de philosophie dans la gouvernance, dans la direction, dans le travail en équipe, dans les relations professionnelles, personnelles. Et effectivement, ce livre a été un détonateur. C'est un best-seller. C'est un livre qui aborde des thèmes centraux, mais de façon à la fois suffisamment profonde et suffisamment concrète aussi pour que effectivement il y ait tout ce succès-là. Et puis le 5e accord toltèque, Don Miguel Ruiz dit qu'en fait c'est pas quelque chose qui est venu après, 13 ans après, c'est juste que effectivement c'est un accord qui va un petit peu plus loin que les autres, qui s'appuie sur les 4 autres, mais qui pousse un petit peu plus loin, et il dit que au moment où il a écrit les 4 accords toltèques, c'était pas encore possible de vraiment, c'était pas la peine d'ailleurs de parler déjà de ce 5 accords, ce 5e accord, parce que les 4 premiers, il y avait déjà suffisamment de boulot. Ah oui, donc voilà. Et dans ce 2e livre, donc le 5e accord, il reprend énormément, quasiment la moitié du livre revient sur les 4 accords toltèques, les 4 premiers, avec une hauteur de vue, il les met en relation. Et c'est vrai que le 5e accord, finalement, c'est un peu un condensé des 4 premiers, mais il va beaucoup plus loin dans une dimension spirituelle, en tout cas comment je pourrais dire, une présentation de ce qu'est la réalité, de ce qu'elle n'est pas, qui va beaucoup plus loin que les 4 premiers. Même s'il s'appuie un peu sur, en général, on va dire, dans sa globalité, sur le rêve. Il parle beaucoup du rêve, de rêver, comme si c'était le démarrage, l'origine de quelque chose. Oui, alors c'est là qu'il fait le lien, notamment avec la notion de Maya en Inde. Cette idée que nous sommes tous en train de rêver une réalité, que nous croyons mais dans laquelle chacun nous vivons notre petit rêve personnel. Nous n'avons, aucun d'entre nous n'a la même perception de la réalité. Tout n'est toujours que projection. Et dans la tradition toltèque, c'est le mot mitoté. Le mitoté, c'est cette espèce de brouillard, de tumulte qu'il y a dans l'esprit humain, qui crée un rêve. Et dans ce rêve, il y a des milliers de personnages qui parlent en nous. Donc le juge, la victime, plein de sous-personnalités, ce que j'aime appeler les sous-personnalités, qui font leur petit cinéma, on dira, jouent leur drame. Et en fait, nous sommes chacun dans notre drame personnel. Il dit aussi dans notre enfer personnel, enfermement. Nous sommes dans cette bulle, nous vivons notre rêve et nous pensons que ce rêve est universel et généralisable, alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. En fait, chacun nous serions dans ce monde constitué de nos jugements, de nos croyances, de nos souvenirs, de nos perceptions. Et tout le travail justement, et c'est là qu'il y a une réelle
connexion entre ce travail de développement personnel et la dimension spirituelle, parce que c'est une invitation à dépasser les apparences et à retrouver finalement ce je suis au-delà de toute cette création dramatique ou alors ça peut être tragique ou comique, mais pour pouvoir aller dans l'essence, retrouver une certaine forme d'essence qui va nous permettre d'être en relation avec les autres de façon assainie. C'est un petit peu, on va en parler précisément dans les deuxième et troisième accords. C'est réellement cette idée de prendre conscience que la réalité n'est pas la représentation que nous en avons, avec toutes les hypothèses et toutes les conclusions que nous pouvons tirer à partir d'elles. Alors, mais tout d'abord, en quoi ces accords, avant peut-être de définir qu'est-ce qu'un accord, j'ai dans l'introduction parlé d'accord avec soi-même, en quoi ces accords sont-ils intéressants pour nous, êtres humains, êtres vivants, êtres tout court? Bien, ces accords, chacun à sa manière, nous invitent à une plus grande conscience de nos fonctionnements, à être beaucoup plus en conscience dans nos pensées. En tout cas, d'être en mesure aussi de voir quand nous ne sommes pas en conscience, quand nous sommes en train de vivre, d'agir, de parler à partir de notre rêve personnel, c'est-à-dire de toutes nos représentations, de toutes nos projections. Il le dit clairement, c'est sûr que par moment on va pas réussir à appliquer les accords qu'il énumère, mais au moins la grande différence c'est que quand on n'y est pas, quand on n'est pas dans dans cette exactitude, dans cette conscience, au moins on peut le savoir. C'est différent de rêver son rêve en croyant que c'est la réalité. C'est différent que de rêver en sachant qu'on rêve. Là, il y a forcément une distance qui s'opère, un détachement, et c'est une des clés de la sagesse. Un accord, ce serait quoi par rapport à ces 5 accords Toltec? Comment on pourrait le définir? Comme un contrat, comme Oui, alors avant d'arriver peut-être aux 5 accords, effectivement, dans son introduction, il montre que nous commençons par donner notre accord à plein de choses que nous prenons pour la réalité. Ces accords, c'est tout ce qui nous a été inculqué, toutes les représentations du monde qu'on nous a données, parce qu'on fait partie d'une culture, parce qu'on fait partie d'un sous-groupe, parce qu'on fait partie d'une famille, d'une religion. On a été élevé avec tout un ensemble de vérités auxquelles nous avons donné notre accord en tant qu'enfant, sans savoir que, il ne s'agissait pas de la réalité ou de vérité, mais juste en grande partie de croyances, de représentations, de visions du monde, etc. Et c'est vraiment comme il y a une dimension réellement philosophique dans tout ça. C'est un petit peu comme quand Descartes dit faire table rase de tout pour aller tout revérifier à un moment. Il s'agit à un moment, et c'est ce à quoi nous invite Don Miguel Ruiz, d'aller regarder à quoi nous avons donné notre accord. Et de se dissocier de ces accords, pas forcément pour ne plus pour les invalider, mais au moins pour être en mesure de les valider à partir d'une conscience, d'une compréhension. On leur donne vraiment notre assentiment. Et ce processus dans lequel on est quand on est obligé de donner son accord à des choses qu'on n'a pas choisies, il appelle ça la domestication. Il a un mot très fort, il dit clairement, élever un enfant, il le dit clairement, c'est pas moi, mais pour lui, un enfant éduqué, il est, on le punit quand il donne pas son accord, on le récompense quand il donne son accord, c'est-à-dire quand il respecte les représentations du monde et de la réalité que son groupe, que sa famille veut lui donner, et il doit les valider. En quelque sorte, l'enfant n'a pas vraiment le choix. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il dit qu'à l'adolescence, on pourrait être en mesure de remettre en question certains accords, on le fait, mais quand la domestication a bien réussi, ces accords sont intériorisés et les juges extérieurs qui punissaient ou récompensaient
eh bien en fait ils sont complètement intériorisés. Et donc c'est comme ça qu'on va grandir avec des accords auxquels on aura donné notre assentiment sans avoir été réellement libre de les choisir ou pas. Mais dans cette liberté oui. dans cette liberté de choix dont vous parlez, libre de choisir ou pas, doit-on se rebeller? Ça revient un petit peu. D'ailleurs, la dernière fois, nous avons eu une discussion sur ça, sur cette rébellion qui est là et qui peut démontrer, en tout cas, par notre attitude, notre prise de position, qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que ça aussi, cette attitude peut permettre de ne pas forcément tout le temps accepter, de se conditionner à ce qu'on nous demande de faire? Alors c'est très intéressant parce que dans le 5e accord Toltec, dans le livre le 5e, qui est vraiment un livre très gros, beaucoup plus gros que même les 4 accords parce que le sujet est beaucoup plus ample, il développe l'idée qu'il y a 3 phases. Cette première phase où on donne son accord sans le savoir et on vit à partir de ces accords, subis, mais on ne sait pas qu'ils sont subis, ils sont intériorisés. Puis la deuxième phase serait effectivement cette phase de rébellion. Et dans cette phase de rébellion, on oscille constamment entre nos anciens accords avec un sentiment qu'ils ne sont pas la vérité, ils ne sont pas la réalité. Mais on est encore en lutte et donc en rébellion. Et c'est une phase intermédiaire vers la 3e phase où on est beaucoup plus dans un grand détachement, où on sait que tout le monde vit son rêve et on est tous un petit peu dans nos illusions et c'est d'accord. Mais on n'est plus dans une rébellion. Dans la deuxième phase de la rébellion, il y a quand même des certitudes très fortes, avec peut-être de nouveaux accords qu'on a conclus, qui sont peut-être pas non plus la vérité, mais on va se battre contre d'anciens accords par rapport à de nouveaux. Mais c'est sûr que c'est une évolution, c'est un petit peu, ça peut ressembler à la phase adolescente, où, pour prendre cette image de l'adolescent peut être en rébellion, mais sans être en mesure forcément d'être dans cette sérénité, dans ce détachement. Il est en lutte. Et parfois, cette lutte n'aboutit pas à grand chose. Oui, puisque on a l'impression que la soumission est encore là, parce que les croyances sont fortes. Finalement, se rebeller, c'est encore être à fond dans ces accords. On n'en est pas détaché. Les 5 accords Toltec ce soir avec Steve Tailamé en direct. Il est thérapeute holistique et vos questions au 17 88 60 au 05 96 63 23 23. Ce sera à peu près dans quelques minutes pendant le prochain titre qui sera diffusé dans cette émission. Donc on a vu ce que c'était qu'un accord. On a aussi parlé de l'origine, d'où ça venait, de la popularité de ces 5 accords Toltec. Là, je pense qu'il faudrait qu'on puisse vraiment s'intéresser à ces 5 accords qui ont une certaine sagesse, hein, on l'a dit tout à l'heure, qui vous amènent un peu vers la voie de la liberté personnelle. Est-ce que ça reste cette liberté? Vous parliez de philosophie tout à l'heure. Philosophique, est-ce que c'est quelque chose de concret, quelque chose d'assez palpable quand on parle de liberté versus les 5 accords Toltec? Cette liberté, c'est la liberté d'être soi-même. Hein. Et cette liberté, déjà, on va en parler quand on va aborder le 5e accord, le 4e aussi d'ailleurs, c'est aussi la notion de changement et de cette idée qu'on n'est pas figé, on est en évolution. Et cette liberté, effectivement, elle n'est pas... elle ne correspond plus à une certitude d'être dans le vrai de façon dogmatique. Hein, on va en parler dans le 5e accord où il y a le mot sceptique qui apparaît. Cette liberté est quelque chose qui s'expérimente, qui s'approfondit. Mais effectivement, c'est vraiment le principe de la spiritualité par rapport à la religion, justement. La religion, il y a des dogmes. On est dans une certitude, dans le vrai. La spiritualité, c'est plus un cheminement. Et c'est vrai que ces livres nous invitent plus à un cheminement vers la liberté. Et faut
quand même être clair. Cette liberté, c'est quelque chose vers laquelle on tend. On tend vers toujours plus de liberté, c'est-à-dire d'authenticité et de capacité à aussi pouvoir choisir de nouvelles voies, de nouvelles expériences et peut-être même de nouvelles croyances auxquelles on choisit d'adhérer parce qu'elles sont libératrices ou parce qu'elles sont épanouissantes. Dernière petite question avant d'écouter de la musique et vos appels sur Martinique la première. Est-ce qu'on pourrait considérer ces 5 accords comme des mantras? Parce que souvent, en faisant en préparant cette émission, j'avais constaté qu'on les appelait, on les considérait comme des mantras. Alors oui, c'est-à-dire que ce sont des principes que l'on peut mémoriser et effectivement que l'on peut se redire régulièrement. Oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et certains en font leur livre de chevet, et relisent 2, 3. Alors il est dit aussi que c'est à la 3e lecture des 4 et puis aussi du livre qui est sorti après le 5e, qu'on commence vraiment à comprendre, qu'on commence vraiment à s'imprégner de tout ce qu'il a voulu dire dans ses ouvrages, Don Miguel Ruiz. Je pense que c'est vrai, peut-être même au-delà de la 3e. Je pense que c'est le cas de tout livre, tout livre, de toute œuvre, même de film, où il y a une profondeur. Effectivement, à la première lecture, on est quelqu'un, à la deuxième, on est déjà quelqu'un d'autre parce qu'on a évolué en partie grâce à la lecture. Et puis à la 3e, à la 4e, à la 5e, on va comprendre avec la profondeur de ce qui est dit. On va à un autre niveau. On va être touché par des points qui nous seront complètement passés par-dessus la tête des premières fois. C'est sûr que ce sont des ouvrages effectivement qui sont des ouvrages à réellement méditer. Il ne s'agit pas d'une lecture superficielle. Et ce ne sont pas, à mon sens, ce ne sont pas des livres qu'on lit rapidement comme ça. Oui, parce que chaque phrase, c'est une donnée, chaque phrase, c'est une explication. Et parce que c'est vrai, vous pouvez passer parce qu'il y a quand même les 4 accords qui sont expliqués dans le livre, mais chaque phrase est importante. On a l'impression que c'est ça. Donc pour ne rien perdre de l'essence même du livre, il faudrait y revenir dessus pour pouvoir décrypter, analyser, observer, faire des annotations pour bien comprendre ce qui est dit. De lecture très facile, ressentir, d'une lecture très facile, très simple, mais tellement dense et riche que même si vous avez lu le premier accord, vous essayez d'y revenir avant de passer au deuxième pour bien maîtriser les définitions et pour bien maîtriser ce qui est dit. On va revenir avec vous. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je dirais peut-être plus encore que comprendre intellectuellement, mais intégrer. Ah oui, il en parle beaucoup dans le 5e accord, où justement la finalité c'est d'avoir intégré, et on va y revenir, mais il y a un moment où c'est plus l'intellect, c'est quelque chose d'autre qui intègre et qui vit ces accords. C'est pour ça que effectivement il y a des gens qui en font une lecture quotidienne, voilà. Les 5 accords Toltec, notre invité Steve Taillamé, thérapeute holistique. Vous, pendant le titre de Florent Pagny, Ma liberté de penser, ça tombe bien par rapport à notre sujet de ce soir. Et puis dites-nous, par vos témoignages, soit au téléphone ou en ligne WhatsApp, si vous avez lu ce livre, Les 4 accords Toltec, qu'est-ce qu'il en résulte? Qu'est-ce que vous avez appris? Et puis, est-ce que vous appliquez ces mantras, puisque Steve Taillamé nous disait qu'on peut les considérer comme des mantras. Merci d'être avec nous. Drive Back et le sujet de ce soir, ce sont les 5 accords Toltec. Vous réagissez sur le 17 88 60, c'est notre ligne WhatsApp. Voici le message qui nous a été envoyé. Bonsoir Claudine, en lisant les 4 et 5 accords Toltec, le livre, cette auditrice a lu le livre en 2 exemplaires, ça remet en question tout ce qu'on m'a inculqué depuis ma naissance. Maintenant, je pense autrement, je me suis détachée de ce
ce que pensent les autres de moi, j'ai plus de sagesse, je communique autrement, je ne juge plus, je me sens libérée de la peur, et on parlait de liberté de penser, j'ai une autre vision de la vie. Alors elle a rajouté, personne ne peut vous rendre heureux, votre bonheur ne peut venir que de l'intérieur, l'amour véritable consiste à accepter les autres tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Et d'ailleurs dans le premier accord Toltec, peut-être que ça viendra authentifier ce qu'elle dit, en disant que l'amour véritable consiste à accepter les autres tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Elle parlait aussi de cette sagesse, elle communique autrement, elle ne juge plus. Et dans le tout premier, on parle de paroles, et notamment de paroles impeccables, mais on décryptera un peu plus avec vous. Steve, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous dit Muriel? Je pense que il y a des millions de Muriel dans le monde, parce que je pense que c'est réellement, Muriel a bien synthétisé effectivement les messages et les transformations que ce livre peut opérer, en énumérant exactement les points clés, la communication, la notion de jugement, la notion de ne pas prendre les choses pour soi, de ne pas vouloir changer les autres, de ne pas faire de projection, et puis d'accepter aussi que chacun est dans son rêve. Donc à ce moment-là, on va pas essayer de changer l'autre, parce qu'on sait aussi que nous-mêmes nous sommes dans notre propre monde. Donc c'est effectivement ça. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouver dans ce témoignage de Muriel. On n'essaie pas de changer les autres, mais quand on a des accords comme ceux-ci, on peut se changer soi-même. Ça nous aide à... Oui, tout à fait. Si on est dans cette quête, on parle de quête existentielle, si on est dans cette envie de vouloir savoir si on a des limites différentes, si nos croyances sont exactement ce qu'elles sont, certains ouvrages ou certaines méthodes ou certaines approches peuvent nous permettre de changer quand on l'a souhaité, quand on a envie. Oui, et ce qui peut pousser à ce changement, c'est pas forcément quelque chose d'intellectuel, une curiosité, c'est aussi peut-être un moment où on en a assez de souffrir, parce que Don Miguel Ruiz, il parle de cet enfer intérieur personnel dans lequel on est enfermé, et pour lui, le paradis et l'enfer sont des états d'être. Ce ne sont pas des lieux, ce sont des états intérieurs. Donc l'intérêt de changer, c'est de sortir de l'enfer intérieur qui est constitué de tout un ensemble de choses qu'on nous a, à partir desquelles on peut nous avoir appris à fonctionner. Les 5 accords Toltec. Le premier, quel est-il, Steve Tailamé, à 20h40? Alors le premier, que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Oui, que ta parole soit impeccable. Impeccable, ça veut dire sans péché. Sans péché, ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre que étymologiquement, le mot péché signifie manquer le but. C'est-à-dire la cible, le but. Oui. C'est-à-dire le péché, c'est quand on va pas tout droit, on manque le but, on manque l'objectif. Donc il y a cette notion de détour, de contorsion. Alors la parole, elle est censée être impeccable par rapport à quoi? Par rapport à la vérité, par rapport à la vérité. Et il y a aussi dans cette notion de rectitude, dans le fait d'être impeccable, cette idée que la parole, elle est impeccable quand on est conscient que nos mots aux autres, ce que nous disons aux autres, mais ce que nous disons à nous-mêmes, intérieurement, dans ce petit discours intérieur qui tourne en boucle dans notre tête, ou ce que l'on dit aux autres à notre sujet, qui est en général le reflet de ce qu'on se dit soi-même intérieurement, et bien de prendre conscience que cette parole-là, elle a réellement un pouvoir. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'elle provoque, cette parole? C'est ça. C'est-à-dire que la parole impeccable, c'est une parole qui a conscience que quand nous parlons, quand nous disons quelque chose à quelqu'un à son sujet, lorsque nous parlons de quelqu'un,
lorsque nous évoquons la réalité, lorsque nous parlons de notre vie, lorsque nous parlons de notre passé, de notre présent, de notre futur, eh bien, nous condamnons ou nous bénissons. Nous apportons du positif ou du négatif. Nous envoyons un baume, nous envoyons une énergie positive, ou alors nous infusons un poison. C'est-à-dire que la parole impeccable repose sur cette conscience que la parole n'est pas anodine, qu'elle est créatrice, et elle est créatrice de façon très concrète chez l'autre. Il prend l'exemple notamment des parents qui ne se rendent pas compte de toutes ces condamnations, de tous ces jugements qui vont enfermer leurs enfants dans des images d'eux-mêmes ou de la vie. Et pourquoi ? Dit-il, ces paroles-là ont un impact. C'est parce que l'enfant va donner son accord à ce qui est dit. Et il n'y a pas besoin d'être un enfant pour donner son accord à ce qu'on nous dit. On peut être très influencé par la parole d'autrui, ses jugements, et chaque parole que l'on prononce peut enfermer l'autre. L'autre peut se laisser enfermer à partir de ces paroles-là, ou ça peut au contraire l'aider à se libérer. Donc, en fait, c'est vrai que dans Miguel Ruiz, il parle un peu comme un chaman, il parle du pouvoir de la parole, il dit que on jette des sorts avec la parole, on crée des miracles avec la parole, on condamne des personnes à mort avec la parole, on les condamne à la maladie avec la parole, on les condamne au non-amour de soi avec la parole, comme un poison infusé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand même la psychologie et même la linguistique disent la même chose, mais avec des termes plus scientifiques, on va dire. Il y a cette notion-là en linguistique, les énoncés performatifs, la fonction performative du langage, c'est bien cette conscience que perform en anglais, ça veut dire agir. On agit avec nos mots. Et on dessine, on a un impact direct sur les autres à partir de ce qu'on dit. Alors pour revenir à cette notion de discours intérieur, je pense que vous avez déjà expérimenté d'aller écouter ce que votre mental vous dit à votre sujet en permanence. C'est rarement très positif. Enfin, au début, quand on commence à faire ce travail sur soi, c'est rarement très positif. Parce que Don Miguel Ruiz explique qu'à un moment, le juge, le tyran, le tyran intérieur, il n'est plus donc à l'extérieur, ce ne sont plus les autres, c'est nous-mêmes. Ça rejoint un petit peu ce que Freud disait quand il parle du ça, du moi et du surmoi. Le surmoi, c'est tout l'ensemble des croyances, des jugements intériorisés et qui étouffent complètement le moi. On ne vit qu'à travers des choses qu'on a entendues. Et ces choses qu'on a entendues à notre sujet ou qu'on entend les autres dire à leur sujet et puis on le récupère, eh bien ce sont autant de paroles qui nous empoisonnent. Ils nous empoisonnent concrètement l'état psychique, le corps et qui nous empoisonnent la vie. Mais on n'a pas l'impression que cette parole, elle peut se retourner contre soi aussi. C'est-à-dire que quand on a des mots plutôt négatifs, des mots qui empoisonnent, il y a le retour à l'envoyeur. Alors, c'est vrai qu'on va en parler un petit peu lors de... Alors, est-ce que c'est laquelle oui, le deuxième accord. En fait, à chaque fois, il explique déjà dans cette première partie, en réalité, quand on fait de la médisance, ou qu'on critique, ou qu'on est réellement en permanence négatif vis-à-vis des autres, en réalité, tout ce qu'on dit là, en fait, on est en train de parler de nous. Mmh. C'est-à-dire que cette négativité que l'on va repérer, que l'on va vouloir mettre en exergue chez les autres et sur lesquels on va se focaliser, on va focaliser notre pensée dessus, après on va le parler, puis on va en parler aux autres. En réalité, on est juste en train de... C'est pas de l'autre dont on parle, c'est de nous. Mmh. La parole impeccable, c'est aussi cette prise de conscience que tout ce que je vomis sur l'autre, en fait, je le vomis à mon propre sujet. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé,
mais vous êtes avec quelqu'un qui vous raconte, qui vous parle des défauts de quelqu'un. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, elle a exactement les mêmes défauts. On ne le lui dit pas forcément, hein, mais alors, il y a des nuances, mais la personne vous montre exactement ses défauts en parlant des autres, parce qu'on est sensible à ce qui fait miroir. Et on va être d'abord exaspéré ou énervé, on va ressasser des choses de l'autre. C'est Lise Bourbeau qui en parle aussi pas mal de ça, parce que précisément, pourquoi ça nous touche? C'est parce que ça vient toucher quelque chose. Hein. Et donc la parole impeccable, c'est aussi ça. C'est avant de parler, eh bien, allez voir qu'est-ce qui fait que j'ai envie de dire ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de dire ça? D'où ça vient? C'est ça aussi la parole impeccable et la parole consciente. C'est cette parole qui ne se laisse plus prendre au piège de notre de ce qu'il appelle le mitoté, ce brouillard, ce tumulte. Parce que quand on voit et qu'on met en exergue la dissonance autour de nous, c'est qu'on est en guerre intérieure et en dissonance intérieure. Steve Tailamé, invité ce soir, thérapeute holistique, les 5 accords Toltec jusqu'à 22h, ainsi que vos réactions, certainement, au cours de cette émission 17 88 60, la ligne WhatsApp. Cette parole impeccable dont il parle, c'est parce que la parole, elle, est source d'énergie. L'énergie qui nous constitue, l'énergie que l'on retrouve autour de nous, a une action créatrice. Tout à fait. On a parlé dans la loi de l'attraction, l'émission sur l'attraction de Coué. Et c'est ça, c'est le pouvoir suggestif de cette parole. Un enfant à qui on dit des choses négatives sur la vie, on infuse réellement une énergie, on crée quelque chose en lui. Et c'est vraiment le pouvoir de suggestion. Et c'est sûr que vraiment, Don Miguel Ruiz, voilà, c'est le descendant d'une tradition chamanique, hein, fils d'une guérisseuse, d'un chaman. Et on pourrait dire que Coué, il utilisait des ressorts similaires. D'ailleurs, Freud, il en parle aussi quand il parle de la guérison, etc. Que effectivement, alors on peut le voir en termes énergétiques. Parce que de toutes les façons, quand vous dites quelque chose de positif, avec réellement votre cœur, hein, réellement en le vibrant, le mot transmet quelque chose, une information, mais quand vous prononcez ça, c'est tout votre corps, c'est toute votre énergie qui envoie quelque chose de positif. Et curieusement, pareil pour de négatif. Et curieusement, cette parole n'est jamais utilisée pour de bons mots, de bonnes phrases, de bons compliments. Alors, il y a quand même des gens qui font ça. Oui. mais je reste du côté obscur ce soir, de la force. Mais c'est sûr que dans l'éducation... c'est ce qui revient dans le quotidien. Oui, vous savez, cette idée que, voilà, il faut pas forcément que l'enfant... Alors, pas forcément dans la famille, mais même dans l'éducation... On va plutôt avoir l'impression qu'il faut faire ressortir les choses négatives pour que l'enfant avance. Donc, on va ne faire ressortir ce qui ne va pas, ce qui est pas bon. Dans l'idée que, il faut pas que l'enfant se repose sur ses lauriers, il faut pas qu'il ait la grosse tête, il faut pas lui faire de compliments parce que il faut pas qu'il devienne prétentieux. C'est très fort, ça. C'est très très fort. Et donc en fait, finalement, si on regarde bien, très souvent, c'est que du négatif. C'est ça. Puis il y a aussi... Vous prenez l'exemple du jeune enfant qui aime beaucoup chanter. Son père ou sa mère arrive d'un coup et lui dit tu m'agaces avec ta voix, avec ta chanson. C'est quelque chose. C'est une parole qui n'est pas impeccable du tout dans la formulation. Et je parlais de compliments. Ce n'est pas là. On voit bien que c'est pas un compliment, mais c'est par la suite cette parole-là. Quel sera son impact? Qu'est-ce qu'elle va comment elle va agir sur cet enfant pour le reste de sa vie?
Alors, c'est un exemple qu'il prend. Hein. Il prend l'exemple d'une mère qui sort du travail. Elle est épuisée, fatiguée, elle a mal à la tête. Elle a tout à fait le droit et c'est tout à fait humain. Sauf que sa petite fille chante et c'est insupportable puisque elle a besoin de repos, ce qui peut se comprendre. Mais au lieu de lui dire ma chérie, maman est fatiguée, c'est moi que tu ne chantes pas. Bon. Lui dit comment elle dit ça ah oui, ta voix est insupportable, c'est horrible ta voix, arrête, tais-toi. Ce n'est pas du tout la réalité. Cette femme ne pense pas du tout que sa fille a une voix horrible. Elle veut juste exprimer une fatigue et un besoin de silence. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Il ne s'agit pas de laisser les enfants. Mais cette parole est impeccable parce qu'elle ne dit pas la vérité. La vérité, c'est pas du tout que l'enfant a une voix horrible. C'est juste que c'est insupportable pour la maman à ce moment-là. Et Don Miguel Ruiz dit, à partir de ça, l'enfant, si elle donne son accord à l'idée j'ai une mauvaise voix, parce que là c'est juste un exemple, hein, oui, c'est... vous savez, tout à fait. toutes les variantes. Parce que on peut en trouver des exemples, hein, mais oui. Celui-là est très explicite. Voilà. Et l'enfant, si l'enfant donne son accord, parce que ce ne sont pas non plus tous les enfants qui vont donner leur accord, ils vont se laisser suggérer de fausses vérités à leur sujet, mais quand même on en donne beaucoup en tant qu'enfant, eh bien l'enfant va inconsciemment, sans peut-être forcément savoir pourquoi, mais ne plus même oser prendre la parole à l'école, il le dit, ou mais dans ce cas, qu'il dérange. Dans ce cas où l'enfant donne son accord, alors cet enfant ou cette petite fille ne chantera plus, elle sera recroquevillée, elle sera humiliée. Comment on pourrait décrire cette scène où cet enfant finalement, avec cette parole qu'on lui a, une parole qu'on lui a jetée dessus comme ça, elle va donner son accord et ça va se déterminer par quoi cet accord? C'est ça, c'est une attitude. Elle sera prostrée. Oui, alors c'est ce qu'il développe dans le livre. En fait, donner son accord, c'est croire. C'est croire. Donner son accord, c'est croire. Croire que ce qu'on a dit là, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Donc, si elle croit que quand elle chante, c'est insupportable, c'est moche, elle va même pas avoir envie de parler. Peut-être. Il va jusque là. Et voilà, donc c'est un exemple de parole qui n'est pas impeccable. Oui. Après, vous savez, alors il n'en parle pas dans le livre. Je ne crois pas qu'il en parle, mais c'est quelque chose que j'aimerais aborder. Dans la parole impeccable, la parole impeccable, elle exclut, à mon sens aussi, vous savez, cette forme d'humour où on se moque, où on dit des choses qui sont pas vraies, mais on le dit quand même. Et puis, alors on sous-entend des choses, mais en même temps on les dit pas. Et puis en fait, vous l'avez pas dit, donc en fait vous n'avez rien dit, mais vous avez quand même sous-entendu des petites boutades, des petites choses comme ça. C'est l'inverse de la parole impeccable. La parole impeccable, elle est claire, nette et précise. Il n'y a pas de sous-entendu. Vous savez, ce truc, alors vous faites un petit sous-entendu, et la personne répond au sous-entendu qu'elle a compris, et puis l'autre lui répond « Ah, mais j'ai rien dit !» Mais non, j'ai dit ça pour rigoler. Voilà. Ça s'appelle... Ça, c'est l'inverse de la parole impeccable. Ça s'appelle de la manipulation. C'est-à-dire que je vais dire des choses sans les dire. Alors, sous-entendre, puis en même temps, on peut pas me reprocher que j'ai des édits. Et puis bon, alors c'est très malsain. C'est très malsain. Et il y a des milieux où on fonctionne énormément comme ça. Donc, on se dit les choses sans se les dire. Tout ça pourquoi? Parce que on n'assume pas parfois un ressenti. On va en parler tout à l'heure pour le troisième accord. On n'assume pas son ressenti, on n'ose pas poser de questions, on veut faire des reproches, mais on n'assume pas de les faire, donc on fait comme si on les dit pas. Vous savez, cette forme d'humour un petit peu ironique, et puis, bon, ça veut pas dire qu'on peut pas rigoler, mais il y a des fois, c'est l'inverse de l'impeccable, et on peut être autant, entre guillemets, empoisonné par ce genre de paroles détournées, qui ne sont absolument pas impeccables, parce que impeccable, c'est justement sans détour. Donc, c'est une sorte de rectitude avec soi-même
Quand j'ai quelque chose quand j'ai quelque chose que je pense qu'il faut que je dise, je le dis. Si je peux pas le dire, je le dis pas. Et puis si je pense qu'il vaut mieux pas le dire, je le dis pas du tout, quoi. Parce que ça, sinon, c'est des techniques de carrément de manipulation en réalité. Au-delà de l'énergie, et d'ailleurs, pourquoi il parle de cette parole impeccable, c'est ce que je le disais, il parle d'énergie. Cette énergie, elle est tellement puissante, elle est tellement forte, celle de la parole, que on pourrait considérer que c'est une parole magique. Et quand elle est impeccable, l'action est totalement différente et d'autant plus forte. Ce côté magique, quand vous dites quelque chose, et là on a donné l'exemple de cet enfant qui pourrait considérer toute sa vie qu'elle n'a pas une belle voix, si elle peut pas l'utiliser pour chanter, aller voir même parler. Donc le côté magique montre bien quel effet que ça peut avoir sur l'individu, sur l'être humain, et on verra avec vous aussi comment faire pour que cette parole soit impeccable. Je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on retienne à travers les exemples que vous avez donnés, qui sont ma foi des exemples un peu négatifs. Dans le livre. Voilà, oui. Quand on parle de médisance, quand on parle de jugement, etc. Cette parole impeccable, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour essayer de s'adresser à l'autre différemment, d'utiliser les bons mots pour peut-être ne pas le blesser, ne pas le juger, ne pas le dénigrer, ne pas l'humilier, ne pas le mettre dans une en étant sincère, ne pas le mettre dans une position très désobligeante, surtout si on doit s'adresser à un enfant ou on doit s'adresser à son compagnon, son mari, son épouse, etc. À sa maman aussi, on a des liens forts familiaux, donc on doit faire attention, mais quand je dis attention, je mets des guillemets parce qu'il n'est peut-être pas donné à tout le monde, c'est vrai, de pouvoir être à 100% dans une parole impeccable. Ça, c'est de l'ordre de la fiction. On voit ça dans les films. Restez avec nous, Steve Tailamé. On va se à l'eau de rose. Oui, j'adore. Et on va se retrouver d'ici quelques minutes, puisqu'on va laisser la place à l'information et notamment à France Inter, nos confrères qui vont nous présenter le Flash. Seconde partie de notre rendez-vous sur les 5 accords Toltec. On va poursuivre, puisqu'il y en a encore 4 autres qui seront présentés par notre thérapeute holistique Steve Tailamé. Et nous entamons la dernière partie de cette émission Drive Back 17 88 60, la ligne WhatsApp SMS 21h30 pour vos appels 05 96 63 23 23. Steve Tailamé est avec nous, il est thérapeute holistique et nous parlons des 5 accords Toltec. Cet accord que vous passez avec vous-même, ou cette décision finalement que l'on prend pour vous, décision que vous subissez comme une sorte de soumission, ces accords. Il nous en dit plus sur les 5 et nous avons commencé par ce tout premier, que ta parole soit impeccable. Et on le disait en fin de première partie, difficile tous les jours d'avoir une parole hyper, méga, supra impeccable à 100%, Steve Tailamé. D'ailleurs, comment faire pour avoir une parole impeccable, pour proférer une parole dite impeccable? Je dirais qu'effectivement, c'est pas facile d'avoir une parole impeccable. C'est pas facile tant que c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer, alors qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'état d'être où, en fait, ce n'est quasiment plus possible d'avoir une parole qui ne soit pas impeccable à un moment. C'est-à-dire que quand on a réellement pris conscience que quand on agresse l'autre, ou qu'on l'accuse, ou qu'on ment, parce que c'est aussi ça, la parole qui n'est pas impeccable, c'est le mensonge. Quand on a réellement pris conscience que c'est réellement intégré, qu'en réalité on se fait énormément de mal, et que on est en train d'infuser des choses pas du tout jolies, quand c'est vraiment conscientisé, c'est ça le changement aussi, ça se fait naturellement. Bien sûr, il peut y avoir mais au fur et à mesure, ce qu'on s'efforce d'appliquer pendant tout un moment, à un moment, ça devient une seconde nature, qu'on pourrait appeler une seconde nature, mais qui n'est pas une seconde nature, c'est finalement qu'on est dans une conscience
ben en fait c'est plus possible quoi Et de si se faire du mal. et si on n'a pas une parole impeccable, on ne doit pas se culpabiliser pour autant, on ne doit pas se faire du mal pour autant. Au contraire, on doit s'aimer. Se donner Alors oui, tout à de fait. l'amour, ne pas souffrir parce on aura peut-être à un moment pas trouvé les mots exacts, les mots justes pour s'adresser à l'autre. Ou qu'un aspect de nous douloureux, en souffrance, sera exprimé. Mm-hmm. Alors là, c'est le 4e accord, justement, sur lequel on va revenir, qui scelle un petit peu les 3 premiers. C'est faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Effectivement, ben, je fais de mon mieux, et ben, il y a des moments où ma parole n'est pas impeccable. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand même avec la parole qui n'est pas impeccable, c'est que quand on n'est pas... quand on n'arrive pas à l'appliquer, il y a toujours moyen, enfin il y a souvent moyen de revenir sur ce qu'on a dit et corriger à l'autre. Ah, mais... Ou quand on entend notre petit juge intérieur ou notre saboteur ou mais dans tout ça, il n'y a pas nous dire de méchanceté. Il n'y a pas un ego qui traîne dans les parages, ben voilà. Oui, ego, orgueil, qui nous empêche d'aller, voilà, de dire, ne serait-ce que de dire à l'autre, bon voilà, j'ai pas forcément eu les bons mots, je m'excuse, enfin désolé, pardon, merci, je t'aime, comme Ho'oponopono. Oui. C'est sûr que tout à fait. C'est vraiment, c'est l'ego qui fait. Et puis tout ce dont il est constitué, toutes les personnes, les sous-personnalités là, qui nous racontent que si on s'excuse, c'est comme si on mourait quoi. Et ça aussi à un moment ça s'arrête. Ça aussi à un moment ça s'estompe. Ce qu'il faut, en général. Ce qu'il faudrait comprendre à travers que ta parole soit impeccable, c'est que l'utilisation de la bonne phrase, du bon mot, de la bonne intonation, peut-être même, de la bonne tournure de phrase, a un effet considérablement bénéfique parce qu'il y a une énergie qui se transmet lorsqu'on échange comme ça, les mots, etc., entre les deux personnes, les deux individus. Et puis n'oublions pas que nous sommes des êtres humains aussi, mais donc fait d'énergie, etc. C'est dans cette parole impeccable, c'est ça, c'est l'action de la parole qui a un effet, on l'a dit tout à l'heure, de force, de puissance, d'énergie, comme quelque chose de magique. Quand on sait ce qu'elle provoque cette parole, on se doit, alors là encore, c'est pas une injonction, et je mets des guillemets, parce que les injonctions, je pense qu'elles sont un peu mal placées, mais je le dis quand même, on se doit d'avoir une parole impeccable pour favoriser de beaux échanges, pour favoriser de bonnes relations entre nous et les autres. Alors, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce livre, c'est là qu'il y a vraiment une dimension spirituelle. On pourrait se dire, oui, même si je fais du mal en parlant mal, c'est pas grave, c'est pas moi. Mais ce qu'il y a aussi derrière, au-delà de tout ça, c'est la compréhension que nous sommes tous reliés et que faire du mal à l'autre, c'est me faire du mal aussi quelque part. Et c'est à ce moment-là que ça se désamorce et qu'on se rend compte qu'on peut plus. On peut plus. Et là, ce n'est plus il faut, c'est juste qu'on n'a même plus envie. On n'a même plus envie de se salir soi-même, je dirais. Quand on a aussi compris qu'à chaque fois que j'ai envie de condamner quelqu'un, en fait, c'est mon juge vis-à-vis de moi-même qui s'exprime. J'ai pas envie de le dire aux autres comme ça. Donc, c'est là que on voit que c'est une conscience qui se développe, qui fait qu'à un moment les accords sont intégrés suffisamment pour que la plupart du temps, bien sûr, mais en tout cas de plus en plus naturellement, eh bien ils font partie de notre façon d'être, de notre façon de faire. Et puis pour celui-là, c'est vrai que les autres sont impliqués, mais il y a toujours cette notion de corriger, de rectifier. J'ai une pensée négative à mon sujet, je peux la reformuler, je peux me dire, tu vois, là, il y a en toi un juge qui te condamne,
et parler à ce juge, parler à cette part aussi de moi qui a été condamnée et rectifier ce qui est dit. Et puis pour les autres, on peut toujours, c'est pour ça que c'est un apprentissage, même si on va parler du deuxième, ne pas faire une affaire personnelle, même si dans un premier temps je prends quelque chose personnellement, je peux justement travailler sur ça, aller regarder. Et c'est là aussi, c'est en tombant aussi qu'on apprend et qu'on comprend aussi. Puisque vous en parlez, alors, second accord Toltec, à moins que vous vouliez conclure sur le premier. Oui, je voulais juste, parce que vous me parliez de comment on peut faire. Oui. Il y a un outil complémentaire dont Neil Lewis ne parle pas, mais que je conseille, c'est la communication non violente. On appelle aussi la communication consciente. Ça peut être, c'est un outil qui peut être très intéressant. Communication non violente, communication consciente. Vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui permet réellement d'être dans une parole impeccable, notamment, et ça fait un petit peu le lien avec le deuxième point qu'on va aborder, dans la communication non violente, on nous apprend à parler de nous et pas à pointer du doigt l'autre. C'est-à-dire que la communication non violente, comme je disais pour la maman, ça aurait constitué à dire simplement « j'ai besoin de silence, je ne suis pas à l'aise là aujourd'hui, c'est pas le jour pour que tu chantes, c'est pas le moment pour moi ». Voilà. Et pas tu à une voix horrible. Mais dire simplement aussi j'ai un peu mal à la tête ou j'ai mal à la tête, expliquer aussi ce qui se passe sur l'instant. Ne pas rendre l'autre responsable. Voilà, c'est ça. Ou accuser l'autre par rapport à des choses qui nous concernent. Ça, c'est le pilier de la communication non violente. Et à mon sens, c'est un superbe outil pour développer une parole impeccable. Ce qui nous amène au second accord Toltec. Nous en parlons ce soir, il y en a 5, j'espère qu'on pourra arriver au 5e. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur chaque accord. On y reste un peu plus pour vraiment détailler et vous présenter ces accords Toltec. Donc avec Steve Tailamé. Le second, ce serait quoi? Donc le second, c'est ne faites pas une affaire personnelle de ce qui vous arrive. Alors c'est bien, c'est normal qu'on ait passé beaucoup de temps sur le premier parce que c'est le pilier en fait. Ne pas faire une affaire personnelle, c'est ne pas tout ramener à soi. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ne pas tout ramener à soi? C'est-à-dire que ne pas considérer que l'autre, par exemple, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, c'est contre nous ou pour nous. C'est prendre conscience qu'en fait, chacun d'entre nous, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que nous sommes chacun dans notre rêve, chacun dans notre monde, chacun dans notre univers, et que, l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, même quand ça a l'air d'être, même si nous sommes concernés par ce qu'il fait, ce n'est pas quelque chose qui veut dire quelque chose de nous. Un exemple tout simple, par exemple dans le cadre d'une trahison, d'une tromperie, par exemple, le prendre personnellement, c'est de dire je suis pas assez bien, oui, avec toutes les conclusions qu'on peut en tirer. Non, j'ai été trompé, en face, il y a quelqu'un qui trompe. Ça n'a rien à voir avec moi. Et ça, c'est lié aussi à l'accord suivant qu'on va voir. Ça permet de désamorcer complètement tout ce qui est culpabilisation de l'autre. L'autre a tel défaut. Ah oui, tu veux m'embêter. Non, en fait, la plupart du temps, c'est pas du tout ça. C'est juste que l'autre ne sait pas faire autrement. Il est dans ses problématiques, dans ses névroses. Et il n'y a rien d'intentionnel face à l'autre. Mais c'est même pour des choses importantes, positives. Il va jusqu'à dire dans Neil Lewis, par exemple, quand quelqu'un me dit quelque chose de très négatif sur moi, sur mon travail, sur mes œuvres, sur ce que je fais, c'est très très négatif. Ça
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la parole impeccable, vous avez abordé cette idée. Bien sûr, il y a peut-être des choses à entendre de ce que l'autre nous dit. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une mauvaise foi. Peut-être que l'autre a réellement quelque chose à m'exprimer, que j'ai besoin d'aller voir. Mais fondamentalement quand même, d'être capable de se dire, ce qu'il dit de moi le regarde. Cette personne est peut-être en train d'interpréter ce que je fais. Elle est en train de faire des projections sur moi par rapport à ce qu'elle connaît, ce qu'elle ne connaît pas. Et surtout par rapport à ce qu'elle ne connaît pas le plus souvent. Souvent, tout à fait. Elle part sur des hypothèses, elle part sur des suppositions qui quelquefois ne sont pas fondées, c'est ça, des projections qui ne sont pas. Voilà, elle va plaquer des représentations sur ce qu'elle fait parce qu'elle ne sait pas ce que vous faites, ce que vous êtes. Voilà. Mais donc, dans ce que vous venez de décrire, permettez-moi, Steve, vous parliez tout à l'heure d'univers, chacun a son univers, que ça soit dans sa tête ou aussi son environnement, peut représenter son univers, c'est-à-dire son lieu de résidence, où il habite, sa famille, etc. Et puis chacun vit aussi dans son rêve. Ce rêve, très souvent, il est logé dans la tête. Donc, dans sa tête, dans ses rêves, il se fait un certain nombre de scénarios. D'ailleurs, celui qui est en face peut être surpris de ce que l'autre lui sort comme mot, lui sort comme phrase ou lui sort comme jugement, parce que lui, il se crée son cinéma lui-même dans son coin. Si on reste sur le second accord Toltec dont vous parlez, n'en faites pas une affaire personnelle. Il vous dit quelque chose et vous-même vous restez dubitatif ou vous restez estébécoué comme on dit chez nous, parce que vous dites mais d'où il sort ça, mais d'où ça vient, mais pourquoi il me dit ça? Parce que c'est lui qui a fait son petit film, voilà, il a créé son court-métrage et il n'a pas d'éléments, il ne sait pas pourquoi il vous le dit des fois même. Et vous qui êtes exprès, je suis sûr. Mais c'est ça. Donc pour m'énerver. Ne pas en faire une affaire personnelle, ça va vous faire du bien d'ailleurs. Alors c'est ça et ça peut faire du bien d'ailleurs. Mais nous même tout le monde, c'est ce qu'il exprime. En fait, nous sommes tous dans notre film et les autres sont des personnages de notre film. Mais eux, ils sont dans leur film. Mais nous, on est dans notre film avec nos petits pré-scénarios de comment sont les gens, de comment il faut que ça se passe, de tout ça. Et donc, on va interpréter les acteurs dans notre film à partir de notre scénario, de nos croyances, de notre vision intérieure. Mais en fait, ce ne sont que des projections. Et donc, et les autres font pareil à notre sujet. Donc en fait, quand on vient nous dire quelque chose, ne pas faire une affaire personnelle, c'est se dire, ok, je suis quand même dans le film de cette personne, bon, il y a peut-être des choses à entendre, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même son film dont il me parle. Avec ses limites, ses limitations, ses peurs, c'est important, et ses expériences passées à partir desquelles il a tiré des conclusions. Et ça n'a rien à voir avec moi. Mais ce qu'il dit qui est intéressant aussi, c'est que c'est exactement la même chose quand quelqu'un vous encense et vous dites que vous êtes formidable. Cette personne, dans 3 jours, peut vous dire que vous êtes la pire des personnes. Même quand c'est positif, ça peut être des projections positives. La personne peut avoir besoin d'admirer. Ça concerne aussi la personne. Et c'est une grande clé parce que face au jugement positif ou négatif, on n'est plus... Parce que finalement, c'est la même chose. Si je commence à me penser moi-même à croire que c'est personnel, ce qu'on me dit de moi positivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suspends au jugement des autres et que forcément, il y aura quand même une petite peur. Est-ce qu'ils vont garder le même avis positif? Et donc, cette affaire de ne pas prendre personnellement les choses, ça aussi, c'est pour ça que c'est une clé vers la liberté personnelle. C'est-à-dire que, quoi que je fasse, on me dise que c'est bien, que c'est mal, que je suis comme ci, que je suis comme ça, etc. C'est pas moi.
pas moi. Et peut-être que je sais pas qui je suis, mais en tout cas, je sais que tout ça là, c'est des projections des autres. Oui, et si ça me gêne, c'est que ça me correspond pas. Si ça résonne en moi négativement, c'est que ce n'est pas moi. Parce que ces accords-là aussi correspondent à un certain nombre de valeurs et de philosophies personnelles que l'on a aussi. Oui, parce qu'on peut être en accord avec soi avec un certain nombre de choses et pas être en accord avec ce que les autres pourront décider de qui je serai et qui je deviendrai et qu'est-ce que je ferai. Quel sens ça a, ce que je fais, etc., etc. Parce que je me connais, je connais mon authenticité, je connais mes valeurs, je sais à quoi je corresponds, je sais mes intentions aussi. Voilà, je connais aussi mes intentions, donc peu importe ce que dira ou ce que j'entendrai de l'extérieur, ben je ne le prendrai pas personnellement. Et vous imaginez le nombre d'enfants ou de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. On leur a dit qu'ils étaient nuls en classe. Je ne sais pas s'ils connaissaient ce mantra de ne pas prendre les choses personnellement. Vous voyez un peu l'impact de leur vie future, voire même de leur carrière professionnelle, choisissant un métier personnel qui correspond un peu à ce qu'on a dit d'eux, qu'ils sont nuls, donc ils vont choisir un métier selon eux qui représente ce qu'ils sont. Or que ce n'est pas ça du tout. Mais toute la subtilité, c'est que il le dit à sa façon, mais l'enfant croit que ce qu'on lui dit est vrai. Pourquoi les adultes mentiraient? L'enfant croit ça. Il se construit à partir de ce qu'on lui dit. Donc, il pense toujours qu'on parle réellement de lui. Et c'est ça toute la question. Alors, on parle de choses négatives, mais on peut aussi citer des cas. C'est pour ça qu'il y a vraiment une question d'équilibre d'enfants à qui on fait jamais de remarques sensées sur leur fonctionnement et qui pensent que tout leur est dû. Ça peut être aussi ça. C'est dans un sens comme dans l'autre. On a deux extrêmes. Voilà, c'est une construction de l'image de soi qui va se faire à partir de ce qui aura été vu ou vécu. Mais vous savez que par exemple, puisqu'on parle des enfants, ça me fait penser, il y a des enfants spontanément, vous savez que beaucoup d'enfants dont les parents se séparent, ils sont persuadés que c'est eux. Ils prennent ce divorce personnellement. Ils disaient, est-ce que c'est à cause de moi? Voilà, c'est ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec eux. Au contraire, c'est peut-être à cause des enfants que peut-être ce divorce n'a pas lieu avant ou qu'il est si douloureux ou si difficile. Parce que justement, parce qu'il y a des enfants, les parents voudraient peut-être rester ensemble pour eux. Mais l'enfant est persuadé que c'est une affaire personnelle. Ça ne concerne pas ses deux parents, ça concerne lui et ses parents. Donc c'est pour montrer à quel point on a notre mental a tendance à prendre les choses personnellement. Et en psychologie, Don Miguel Ruiz n'en parle pas, mais ça s'appelle les distorsions cognitives. C'est-à-dire qu'on va voir la réalité à partir du prisme que l'on est au centre. 4 accords Toltec plus 1, ça fait 5. Nous en parlons ce soir avec Steve Tailamé vers 21h30. Je vous l'annonce, vous allez pouvoir poser vos questions en direct. Et puis il y a encore la ligne WhatsApp et SMS 17 88 60 tout au long de cette émission. Les 5 accords Toltec, certainement, on vous en parle ce soir afin de l'utiliser ou de les utiliser, ces mantras, tout au long de votre vie et au quotidien, ne peut être que bénéfique pour nous. D'ailleurs, la parole impeccable, on l'a vu tout à l'heure avec un certain nombre d'exemples que vous avez donnés. Vous avez insisté sur la communication non violente, cette parole juste qui a un impact sur soi, mais aussi sur l'autre. Et puis nous venons de parler de ne rien prendre Oui, c'est ça, ne rien prendre personnellement. C'est le second accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne pas être autocentré, toujours moi. Or que c'est peut-être pas vous le responsable de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on pourrait vous dire, de la situation que vous êtes en train de vivre. Donc c'est pour cela que Don Miguel Ruiz, par cet accord, vous dit n'en faites pas une affaire
affaire personnelle. Quelle technique on pourrait mettre en place? Y a-t-il un outil lorsqu'on nous dit quelque chose qui pourrait nous blesser, voire même nous froisser? Une situation. Comment on pourrait faire il y a une phrase peut-être qu'on pourrait dire, cela ne me concerne pas, ou je ne me reconnais pas dans ces mots. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour qu'on ne puisse pas en faire une affaire personnelle? Oui, c'est ça, ça peut être ça. Corriger, c'est vraiment cette idée de correction. J'ai cette pensée spontanée que je suis le responsable, que réellement on parle de moi, ou que il y a cette notion de retour à l'envoyeur. On n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le dire, mais je retourne le miroir. J'absorbe pas ce qui est dit là. Et voilà, c'est toi. On n'a pas forcément besoin de le dire. C'est énergétique aussi. Et puis ne pas l'affaire personnelle. Ça nous amène déjà à l'exemple à l'accord suivant. Mais est-ce que si je dis prendre bien le temps de se dire, d'aller voir, mais quelle part de moi le prend personnellement? Est-ce que c'est une part de moi qui est blessée, qui est touchée parce que ça vient toucher une blessure, ce que l'autre me dit? En dehors de cette part-là. Est-ce qu'en créole, je peux dire soit-il là et puis parole ouah? Est-ce que je peux dire ça? Ou bien pas arrêter là? Est-ce que ben oui, ça peut aider. On sait jamais. J'essaie d'imager. Je me dis si je dis ça à quelqu'un qui me dit quelque chose, ça, c'est quand même très. Tout de suite. Je pense que tout de suite ça anéantit, ça annihile l'effet que ça devrait avoir sur moi, non? Non, quand même. Si vous voulez, dans l'énergie, c'est quand même très personnel. Mais attendez, mais Steve, si je dis sorti la parole ou tout de suite, voilà, j'ai conjuré le sort, le fameux sort. Alors, c'est sûr que ce renvoi-là, il peut être supposé, mais c'est quand même l'idée de, oui, effectivement, ça ne m'appartient. Ça ne m'appartient pas. D'accord, dire ça m'appartient pas. C'est cette idée de retour à l'envoyeur, ça glisse sur moi, comme sur les plumes d'un cadavre, ça me touche pas, même si ça me touche un petit peu, mais l'idée c'est d'être honnête avec soi. Oui, je suis touché, mais faut pas non plus croire que se dire ça vite fait, ça règle tout. Non, parfois on a réellement besoin. Si j'ai été touché, si j'ai pas été touché, j'ai été touché réellement, profondément. J'ai pas besoin d'être dans cette réaction, parce que c'est quand même une réaction. Si je suis touché et que je suis dans une réaction, quelle part de moi là se sent réellement touchée et concernée par ce qui est dit? Le type n'est pas bon non plus. Je ne sais pas. Mais il faut qu'on ait des techniques, des outils. Vous pensez bien, des astuces, Steve. Le chip a sa fonction. Oui, je sais, mais c'est vrai. Je trouve qu'il est quand même. Le chip, il veut beaucoup dire. Il veut dire plein de choses. Le chip, quand on le dit, tout le monde a compris. Hein. Je pense que les gens n'insistent pas. Bon. On va poursuivre dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez annoncer le 3e accord Toltec? On va écouter de la musique et revenir tout juste après. Le 3e accord qui est très lié aussi au précédent, c'est ne faites pas de suppositions. Un grand chapitre. Un grand chapitre, d'accord. Ne faites pas de suppositions. Bob Marley à 21h30, Positive Vibration. Ce soir, les 5 accords Toltec, Steve Tailami, thérapeute holistique, en invité. Voici le message, Steve, ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, de Jean-François qui dit pour ne pas en faire une affaire personnelle, il faut soigner ses blessures. C'est dans les blessures que l'on a tendance à en faire des choses personnelles. Peut-être nous faire part de votre idée là-dessus. Oui, c'est ce que je disais quand je proposais d'aller voir la part blessée qui réagit, parce qu'effectivement, tant qu'on aura certaines blessures trop à vif, on ne pourra pas ne pas prendre personnel. Ça, c'est évident. Donc, c'est pour ça que j'invitais à
prendre le temps, non pas dans un rejet automatique qui serait plus une fuite qu'autre chose, aller effectivement libérer, penser, purifier ces blessures que l'autre, et ça il le dit pas, mais l'autre est quand même un miroir aussi, même si parfois c'est ça aussi, quoi. Ils viennent nous dire des choses qu'on a besoin d'entendre pour aller justement au-delà de ces blessures. Et après, on peut dire un petit peu ce que vous disiez, mais posément, réellement, dans un réel détachement, où on n'a plus besoin de le dire. Sans agressivité. Alors, c'est vrai que je l'ai dit comme ça sur ce ton qui pourrait paraître agressif, hein, soit il n'avait pas aux lois, mais voilà, je pense que il fallait couper. Alors, c'est comme si on veut couper court aussi à la discussion. Hein. Non, mais c'est intéressant. Simplement, il expose clairement dans le dernier livre, là, les 5 accords. Mais à un moment, en fait, on n'a même pas besoin de parler. Il n'y a même plus besoin. Il n'y a pas besoin. Le corps exprime lui-même ce que l'on a envie de dire sans faire sortir les mots. Ou même pas. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans votre paix intérieure que ça ne vous touche pas, ça ne vous fait rien. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de réaction ni verbale ni physique. Parce que quand on a vraiment compris que chacun est dans son monde, voilà, on est vraiment ce que vous êtes en train de dire, quand la parole est impeccable, quand on n'en fait pas une affaire personnelle, et là nous avons parlé des suppositions, je pense qu'il y a, alors, je pense que ceux qui ont déjà testé, ceux qui ont déjà expérimenté, se rendent compte aussi qu'il y a de moins en moins de personnes qui viendront vous dire des choses mal placées ou des phrases désobligeantes. Parce que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même. C'est un peu ce que demande le Ho'oponopono. Ce travail intérieur qui aura une interaction à l'extérieur et plus vous avancez, que ce soit pour les accords Toltec ou d'autres préceptes de sagesse qui existent, plus vous avancez, plus vous cheminez dans ce sens. Vous ne faites pas de suppositions, vous essayez quand même de faire attention à ce que vous dites, vous ne prenez pas les choses pour vous-même, votre parole est totalement différente, vous êtes un peu dans une sorte de transformation. Vous constatez que il y a de moins en moins de personnes qui viennent vous pour dire les choses vulgairement et simplement vous embêter. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et certaines choses qui pourraient être dramatiques, un drame dans certaines attitudes, ne sont plus vécues du tout, donc personnellement. Et parce qu'on a aussi une parole impeccable, les choses se désamorcent et en fait il n'y a pas de problème, c'est pas un problème, c'est juste deux personnes qui se rencontrent, une situation donnée mais aussi par rapport à cette notion que l'on attire ce que l'on est, bien plus on est aussi dégagé de ses croyances, de ses peurs, de ses blessures et tout ça, et bien moins on est aussi confronté à des situations qui vont réactiver, qui vont être le miroir de blessures ou de croyances négatives à notre égard, parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Le 3e accord Toltec, puisqu'il nous reste, ne faites pas de suppositions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors c'est un petit peu dans la continuité. On fait des suppositions parce qu'on vit dans notre monde et que donc on est dans notre film et qu'on se fait des films. Ça arrive souvent dans les couples, dans les couples. Oui, tout à fait. Et on ne sait pas qu'on est dans son film, et on ne sait pas communiquer non plus avec l'autre pour pouvoir avoir un aperçu du monde dans lequel il est. Et donc, on va imaginer à partir de notre fonctionnement des intentions chez l'autre, ou même des intentions. Par exemple, il donne l'image de vous êtes dans un centre commercial, il y a quelqu'un que vous connaissez qui passe à côté de vous et qui ne vous voit, qui passe à côté de vous sans vous dire bonjour. Et là, vous vous imaginez plein de raisons pour lesquelles cette personne ne vous dit pas bonjour. Ça qui arrive jeudi, il n'y avait pas qu'à dire bonjour.
Mais c'est ça, c'est exactement ce qu'on dit. C'est ça. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a fait les suppositions, si ça s'arrêtait là, on va aller faire un procès à la personne. Alors, soit en parlant d'elle, soit en l'accusant. La personne ne sait même pas de quoi vous lui parlez. Bon, ouais, tel je dis, vous savez pas qu'à dire bonjour encore? Et puis là, et puis tout ça, et puis machin, et puis alors là, ça fait tout un cinéma. Et vous êtes fâché avec la personne ne vous a simplement pas vu. Et quand vous la voyez, vous ne lui dites pas bonjour. Oui. Et c'est parti. Et là, c'est parti. Ben oui. Non, mais on connaît bien ça. Et puis, voilà, ça fait plein de sujets de conversation. Et ce qu'il y a de problématique, c'est qu'à partir de nos suppositions, on va empoisonner l'autre avec une parole pas du tout impeccable, c'est-à-dire que la personne n'a pas fait exprès. Même si, bon là je donne un exemple où vraiment il n'y a aucun souci, mais parfois ça peut effectivement être un comportement qui peut être un petit peu problématique, mais la personne en tout cas tu as fait ça exprès pour m'énerver, je sais. Mais pourquoi tu sais bien que je n'aime pas ça ou que alors qu'en fait non, on suppose que l'autre est dans notre tête, dans notre monde, dans notre univers, et n'est pas du tout. Et c'est vrai que quand vous parlez du couple, on peut s'imaginer que l'autre nous connaît, mais en fait même quand on est amis, proches, en couple avec quelqu'un, on reste quand même chacun dans notre film. Oui, puisque la femme ou l'homme peut dire mais tu aurais dû y penser. Tu aurais dû penser à telle chose. Mais tu me connais, tu sais. Tu me connais, tu sais, tu aurais dû y penser. Or que l'autre, pas du tout. Hein, il sait pas, il est dans son monde aussi. Il faut accepter que chacun ait son petit monde, son univers, est en train de vivre son rêve. Son fonctionnement. Oui, son fonctionnement, à sa propre destinée aussi, même si on est ensemble, mais on n'a pas forcément la même destinée. Donc voilà, tout se passe à l'intérieur de la tête et il y a des choses qui passent à côté, dont on pense même pas. Et celui qui est en face suppose que l'autre sait. Il sait qu'il fallait le faire, mais quand il l'a pas fait, il lui dit mais tu aurais dû. Voilà, tu aurais dû le faire. Et pourquoi tu l'as pas fait? Bon. Prêter des intentions, même dans le domaine professionnel. Prêter des intentions, tirer des conclusions sur nous. Parce qu'on n'a pas eu telle promotion et que c'est le collègue qui l'a eu, alors on pense qu'en fait il y a plein d'autres raisons. En fait, derrière cette notion de supposition, c'est un mental en nous qui est persuadé qu'il comprend tout. Donc, quand il n'a pas tous les éléments, il va se faire son petit raisonnement avec des explications bien ficelées. Et le mental, il croit que c'est vrai, mais en fait, c'est le scénariste du film. Donc, on se fait des sous-films. Et puis à côté de ça, l'autre qui n'est pas dans notre film, on va lui faire des reproches. Il ne sait pas du tout de quoi on lui parle parfois. Et des fois, des intentions. Et des fois, ça peut aller de l'ordre de la parano, voire même du fantasme. Tellement ça peut aller loin. C'est ça. Donc le troisième accord Toltec, on l'a dit, ne faites pas de suppositions. Donc, est-ce que c'est pas beaucoup mieux de juste une dernière chose, parce qu'il faut qu'on passe au quatrième et au cinquième. Vaut mieux peut-être poser des questions quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr, pour enlever un certain nombre de doutes et en tout cas éclairer l'hypothèse qui est déjà erroné dans notre esprit, afin de ne pas créer de quiproquos, ne pas créer de situations tendues. Il y a plusieurs niveaux, parce que on peut très bien être tellement habitué à faire des suppositions, avoir été élevé comme ça. On en a fait tellement à notre sujet, donc c'est naturel, et qu'on peut avoir du mal à se dire non, ce n'est qu'une supposition. Ça peut être très difficile. C'est déjà énorme. C'est déjà tout un travail de transformation très chamboulant que d'être en mesure de rien que concevoir que l'on fait des suppositions. Ça, c'est déjà énorme. Et effectivement, à partir de ce moment-là, si on n'arrive pas à ne pas en faire, et où c'est une situation qui demande une communication, effectivement, il explique bien que
la communication, c'est la clé. Mais justement, pas la communication accusatrice, puisque j'ai fait une supposition, donc je vais parler à l'autre à partir de ma supposition. Non, à partir d'une parole impeccable. Là, je vais reprendre l'exemple de la CNV. Quand ça s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti. J'ai pensé ça. Peut-être que je me trompe. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Cinquième, quatrième. Oui, allez-y. Voilà, j'assume. Je fais des suppositions. Je l'ai mal pris. Est-ce qu'on peut en parler? C'est pas ah oui la dernière fois. La communication dont on parle, c'est pas en venant en accusant l'autre déjà. C'est la parole impeccable, la vérité. Voilà ce que j'ai ressenti et j'aimerais qu'on en parle. Mais c'est pas. Et puis il y a des situations. Il y a des situations et plus on avance où on n'a même pas forcément besoin d'en parler parce que on est suffisamment à même de désamorcer ses propres suppositions. Et d'accepter que sa supposition peut n'être qu'une supposition erronée, peut-être qu'il y a un petit peu de vrai, mais on n'a plus besoin forcément de savoir parce qu'on n'est plus blessé. Voilà. Ces 5 accords Toltec, c'est un apprentissage de chaque jour pour bien s'en imprégner, puisqu'on sait que c'est pas toujours facile de ne pas faire de suppositions. Les habitudes sont tellement dures. C'est psychique. Mais oui, et c'est psychique, ça vient carrément s'installer dans le psychisme et du coup, pour pouvoir s'en débarrasser, et bon, les habitudes elles sont là, on fait avec. C'est pas le plus facile au quotidien. Le 4e accord Toltec. Oui, le 4e accord. Faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Je voulais juste dire, que parfois les suppositions c'est aussi sur nous. Je suis nul, c'est parce que je mérite pas, etc. Bon. C'est pas forcément sur l'autre. Faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. On oublie souvent le ni plus ni moins. Quand je regarde les résumés, tout ça, souvent on met toujours de votre mieux, mais il précise bien ni plus ni moins. Parce que si on dit simplement faites toujours de votre mieux, on peut avoir tendance, le juge en nous peut avoir tendance à nous pousser à faire toujours mieux encore, alors que le principe même de cet accord, c'est que notre mieux n'est pas toujours le même. Et le mieux de tout le monde n'est pas au même niveau. Donc quand on apprend à faire toujours de son mieux, ni plus ni moins, on accepte que les autres, même s'ils sont patients, travaillent sur eux, pour l'instant ils font de leur mieux, de personnes qui ne sont pas encore dans un chemin de développement personnel, donc c'est le mieux qu'ils peuvent. Et que nous-mêmes, même si on est dans une démarche, eh bien aujourd'hui notre mieux peut être un petit peu médiocre. Mais ce qu'il y a derrière ça, alors, c'est un accord qui vient soutenir la démarche par rapport aux 3 autres. Ça permet de ne pas être dans le découragement. Bon, voilà, aujourd'hui, ma parole n'a pas été impeccable. Aujourd'hui, j'ai fait plein de suppositions et j'ai fait toute une histoire avec quelqu'un à partir de mes suppositions. J'ai fait personnellement. Ne pas se condamner. Voilà, ne pas se condamner et ne pas abandonner ce chemin d'évolution qui est un chemin qui n'est pas linéaire. Et ce qui est important, qu'il dit, c'est que être dans cette conscience, de faire de son mieux, ni plus, ni moins, ça permet de rester dans l'action. Même l'action, par exemple, de travailler sur soi. Ça permet de... Il y a quelque chose d'assez concret aussi. Voilà, aujourd'hui, je suis pas en hyper-forme. Au lieu de se dire, là, je suis pas au top, je ne fais rien. Ce que j'aurais prévu de faire. Non, je vais faire de mon mieux. Je sais que je vais pas être au top, je vais peut-être pas faire tout ce que j'avais prévu, mais je vais faire quand même quelque chose. Ça désamorce énormément le sabotage, la procrastination, tout ce qui nous fait baisser en vibration, en énergie, et avoir après des paroles complètement négatives à notre égard, etc. Donc c'est un accord, globalement, il soutient les 3 autres. Et c'est un accord aussi qui ouvre, puisque toujours pareil, si j'accepte que je fais de mon mieux, ni plus ni moins, même quand parfois certains jours je fais pas beaucoup d'efforts parce que je suis pas en mesure de le faire, j'accepte aussi des autres. Oui, c'est ça. Et faire de son mieux aussi permet de, comment on va dire, d'alléger. Puisque faire de son mieux, c'est dans une action.
voilà, ça peut être au travail aussi. Ça permet de donner une autre dimension à ce que l'on fait. Parce que n'oublions pas que que cette phrase qu'on entend très souvent, qu'il faut travailler dur. Vous savez, c'est une phrase qui revient très très souvent dans notre vie. Hein. On l'a répétée depuis l'enfance. Il faut travailler dur. Oui, oui, d'accord. Mais quand on fait de son mieux, on voit les choses différemment. D'ailleurs, en introduction, vous parliez de péché. Quand on dit péché vu sous le joug de la religion, péché, ben voilà, c'est quelque chose d'assez affreux. Et tandis que là, quand vous dites péché, ben on remarque que c'est manquer le but, manquer la cible. Donc la sémantique est très importante aussi. Pour ne pas encore alourdir, condamner, je l'ai dit tout à l'heure, culpabiliser, tous ces mots que l'on connaît, toutes ces injonctions qui viennent rajouter sur une vie sociétale déjà complexe. C'est pour ça que c'est important de ni plus ni moins. Voilà, c'est ça. Donc il ne s'agit pas non plus d'être dans la complaisance et une sorte de, comment je pourrais dire, de complaisance avec nos parts qui veulent pas avancer, parce que souvent c'est elles qui prennent le dessus quand on fait pas de son mieux. Mais c'est aussi être dans cet équilibre, dans cette acceptation qu'il n'y a pas de devoir, auquel se conformer. Il y a un chemin d'évolution, que ce chemin soit lié à d'autres ou pas, que ce soit en termes personnels ou interrelationnels, mais que faire de son mieux, c'est aussi être pleinement à ce que l'on fait. Et que derrière cette idée-là, il y a aussi le détachement du résultat. Je suis à ce que je fais. Je suis dans l'action. Je suis dans ce chemin. Je continue de marcher. Et aujourd'hui, je marche à 2 à l'heure. Demain, je vais courir. Mais je ne m'arrête pas parce que je crois que je dois être au-delà de mes capacités. Parce que ça, c'est l'un des plus gros poisons, en fait, dans notre évolution. Où, par exemple, des gens qui sont dans une démarche pour je sais pas, c'est vrai que c'est tout ou rien, quoi. J'ai décidé de faire du sport, donc je vais en faire 7 jours dans la semaine, et puis j'arrête 3 jours, et puis j'arrête tout court, quoi. Des choses comme ça, par rapport à l'alimentation aussi. C'est-à-dire que c'est rester quand même dans un équilibre. Et finalement, je me rends compte que c'est très lié à la deuxième, au 5e accord. Enfin, il y a un point similaire. C'est cette histoire de finalement du point zéro, le juste milieu, cet équilibre-là, voilà. J'ai pas à me dépasser, j'ai juste à être moi et à être juste dans cette acceptation que mon mieux, il va. Tout à fait. Ces accords Toltec aussi viennent enlever certains boulets. Toutes ces petites choses, ces petits détails, on pourrait considérer que c'est de l'ordre de détails, quand on parle de suppositions, quand on parle de paroles impeccables, quand on parle de ne pas en faire une affaire personnelle, etc. C'est vraiment cette façon que l'on a de fonctionner tout le temps. On s'en rend pas compte, puisqu'on est dedans depuis tout petit, on évolue comme ça, et quand on connaît les accords, quand on commence à les observer, quand on commence aussi à les découvrir, on se rend compte que vraiment on a des boulets qui sont là à nos pieds depuis des décennies. Et ce sont des détails qui n'en sont pas du tout. Il y a des gens qui restent fâchés à vie à partir de suppositions. C'est vraiment un poison. Et des paroles comme ça qui ne sont pas impeccables peuvent aussi détruire quelqu'un. Donc ce sont des détails qui n'en sont pas. Et c'est vrai que ces boulets-là, c'est tous ces boulets qui nous empêchent d'être pleinement libres et aussi maîtres. Parce que quand je suis complètement soumis à mon mental qui fait que des suppositions en général négatives,
mais ça peut être aussi des suppositions positives où je prête des intentions à quelqu'un qui n'en a pas du tout, par exemple. Eh bien, on n'est pas non plus dans la maîtrise de soi. On n'est ni libre, ni maître de soi. Il est intéressant. C'est pour ça que, allez-y. C'est pour ça que les 5 accords Toltec ont une dimension de développement personnel, bien sûr, mais aussi de spirituel, dans le sens de qui suis-je, qu'est-ce qui pense en moi, qu'est-ce qui parle à travers moi, quelle part de moi se sent concernée par ce qu'on me dit. Ça relève réellement de la désidentification aussi d'un mental qui fonctionne tout seul. Parce que quand on parle de ne pas faire de suppositions, il le dit pas comme ça, mais je dirais personnellement que le mental, c'est un peu son travail. Le mental, on peut apprendre à calmer son mental, à le purifier. Il pense pas que c'est négatif, par exemple. Mais quelque part, c'est le travail du mental de faire des suppositions, d'une certaine façon. C'est comme si vous demandiez à votre intestin de ne pas digérer, quoi. Donc le mental, il va faire des suppositions. L'important, c'est quelle importance j'y accorde. Est-ce que je laisse ces suppositions prendre toute la place? Le dernier accord, c'est le 5e. Alors, il ne nous reste même pas 3 minutes, je vous avouerai, pour pouvoir en parler. Ah bah, c'est pas grave. Le dernier accord, c'est soyez sceptique, mais restez à l'écoute. C'est-à-dire que soyez sceptique et restez à l'écoute, c'est... Bon, du coup, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave parce que ça rejoint tout. Si je sais que chacun est dans son monde, que tout ce qu'on me dit concerne un monde qui est propre à celui qui parle, et que moi-même je suis dans un monde avec des croyances que j'ai choisies, même si j'ai éliminé les accords que j'ai fait quand j'étais enfant pour en valider d'autres, c'est quand même des accords nouveaux. J'ai choisi de nouvelles vérités. On ne peut plus qu'être dans une forme de scepticisme. Alors le scepticisme, c'est une philosophie. Il y a cette notion chez les sceptiques, il n'en parle pas dans Miguel Ruiz, mais les sceptiques, c'est la notion d'époquer. C'est la suspension du jugement. Et le sage, c'est celui qui suspend son jugement. Il ne donne pas d'assentiment précipité aux représentations. Il sait que tout ce qu'il pense, tout ce qu'on lui dit, c'est des représentations. Chacun est dans ses projections. Il le disait déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est des représentations. Si je commence à croire de façon précipitée à la dernière personne qui a parlé, je donne mon accord à une représentation, à une projection. Et ça fait que quand on est dans cette conscience-là, eh bien, comme je disais tout à l'heure, par rapport à autre chose, on va peut-être continuer à croire certaines choses, avoir des convictions dures comme fer, mais on sait qu'on croit. On sait que c'est une croyance. On sait que c'est une conviction. Donc quand l'autre en face va nous faire part de ses convictions et de ses croyances, eh bien on va pas chercher nécessairement à le convaincre de quoi que ce soit. On va être à l'écoute, mais sceptique. Sceptique, ça veut dire je suis ouvert à ce que tu me dis. Moi, je suis dans peut-être mes illusions. Peut-être que la discussion va nous faire bouger, mais finalement, ça n'a pas grande importance. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chez les sceptiques, ils n'en parlent pas, mais je fais le lien. Chez les sceptiques, ça a mené à l'aphasie. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas trop de raison de débattre. Il n'y a plus trop besoin d'essayer de convaincre l'autre. Et cette aphasie-là, c'est pour ça que je réagissais quand vous disiez tout à l'heure, où il y a un moment, en fait, on s'en fiche, quoi, finalement, quelque part. C'est pas très grave. Et cette aphasie-là, le fait qu'il n'y a plus à défendre quoi que ce soit, ça conduit pour les sceptiques à l'ataraxie, à la paix intérieure, à la paix de l'âme. Et en fait, dans Miguel Ruiz, dans son 5e, il dit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est dans cette espèce de paix où finalement, il n'y a plus à prouver. Et là, la parole, non seulement elle est impeccable, elle est juste, mais elle ne cherche plus à influencer qui que ce soit. Plus rien n'est pris personnellement parce que ce que l'autre me dit, eh bien, oui, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis un peu stupide, ok. Je suis pas sûr, peut-être, mais il n'y a pas de souci. Et puis on fait pas non plus de suppositions, ou simplement parce qu'on sait que les suppositions qu'on ferait, peut-être qu'on fait des suppositions, mais on est sceptique aussi vis-à-vis de ces suppositions. Et on va s'arrêter là. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup Steve Tailamé. On vous retrouve la semaine prochaine en direct dans cette émission Drive Back sur Martinique la première. Merci beaucoup pour les 5 accords Toltec ce soir. Il ne nous reste plus qu'à dire aux auditeurs de se servir de ces accords, et vous verrez par la suite quels effets ça pourrait avoir dans votre quotidien, dans votre vie, que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux et soyez sceptiques et restez à l'écoute.